France Maghreb 2. Notre invité aujourd'hui, on le salue, monsieur Jean-Claude Félix Chekaya. Bonjour monsieur Chekaya. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes bien entouré aujourd'hui. Oui. Une bonne équipe pour vous questionner. Nassim Lachnach, ici présent, Farid Tamsamani, ainsi que Hamou Bouakaz. Alors, vous avez un sacré parcours, monsieur Chekaya. Vous êtes chercheur à l'IPS et vous avez également fondé, vous êtes fondateur de l'association Devoir de mémoire. Exactement, oui, je suis cofondateur d'un collectif en fait. C'est un collectif qui a été cofondé le 27 octobre 2004 et dont j'étais le porte-parole. Alors, monsieur Chekaya, vous avez de nombreuses casquettes, plusieurs casquettes, de nombreuses spécialités. Est-ce que vous pouvez nous faire une brillante présentation de votre parcours ? Alors, mon parcours, il provient un petit peu d'un abord de comment j'ai appréhendé mon histoire personnelle. Ma mère est martiniquaise et mon père est congolais, mais j'ai une arrière-grand-mère sénégalaise. J'ai une partie de ma famille qui a vécu au Maroc, en Algérie, et à chaque fois ces passages dans les pays différents sont des passages soit d'engagement politique ou d'engagement tout court, notamment sur le plan de l'éducation pour le PNUD, notamment en Algérie et au Maroc, c'était sur le plan littéraire. Et moi je suis donc né à Paris et j'ai vécu en banlieue, et comme tous ceux qui ont vécu en banlieue, il nous est tombé dessus notamment plein de termes, minorité, diversité et autres. Donc au lieu d'accueillir tous ces mots, qui d'ailleurs pouvaient être des mots MAUX, donc j'ai fait des études d'histoire, de droit, de sociologie, de psychosociologie, parce que je voulais donc faire une analyse des impacts psychosociologiques de décisions politiques à l'interne, que ce soit en France, en Europe, mais aussi international et notamment en Afrique, et quel impact ça avait sur la psychosociologie. Et puis j'ai travaillé beaucoup sur le stigmate et la coproduction du stigmate, ce que cela pouvait générer. J'ai aussi été maire adjoint à Bagneux. D'ailleurs, quand j'entendais votre conversation en arrivant, quand j'étais maire adjoint à Bagneux, il y a eu donc l'horrible, effroyable histoire d'Ilan Halimi. Oui. Et puis depuis donc maintenant j'ai fait donc des études de géopolitique et de géostratégie, et je suis dans un institut de géopolitique et de géostratégie. Est-ce que vous constatez, comme certains, qu'il y a eu un emballement médiatique autour de l'agression d'Alain Finkielkraut, qui, je le rappelle, soit dit en passant, tout le monde condamne évidemment? L'emballement, je sais pas, je suis partagé. Au regard de l'histoire, je peux tout à fait comprendre l'impact, d'où l'emballement, qu'on soit d'accord ou non avec ce que cet intellectuel, ce monsieur ou autre, on l'appelle comme on veut, tout ce qu'il peut énoncer, que ce soit sur France Culture ou sur toutes les chaînes, parce qu'il a vraiment tous les plateaux pour pouvoir dire et énoncer ce qu'il pense. D'ailleurs, il n'a pas assez de contradictions, en tout cas de débats contradictoires devant lui, ce qui malheureusement est un problème dans une démocratie. Quand il en a, il a du mal à se contenir. Voilà. Et, non, mais c'est important d'avoir des idées. Quel que soit le type d'idée que vous pouvez avancer, il est intéressant dans une démocratie d'avoir un débat contradictoire pour que chacun des auditeurs ou des téléspectateurs puisse se faire une idée, plutôt que des monologues qui parfois, quand vous rentrez tard le soir ou vous avez peut-être une absence de connaissance ou une connaissance insuffisante, vous pouvez malheureusement vous laisser emporter par des discours qui sont pas toujours les bons. Et notamment pas rassembleur et pas au niveau de la démocratie, qui est en même temps énoncé et vanté. En tout cas, ce qui lui est arrivé, et je le condamne comme ça a été fait, et pas par mimétisme à 100%, connaissant aussi en regardant les études qui sont sorties il y a quelques jours, et un petit peu de moi le 10 décembre d'ailleurs 2018, sur la déferlante de l'antisémitisme en Europe, ce qui, je pense, sur le plan historique, c'est quand même le seul peuple qui a été soumis à la solution finale. On peut comprendre dans l'histoire de France et européenne que cela génère un emballement. Cette même Europe dont vous faites allusion et qui est aujourd'hui représentée par exemple par Orban,
et par certains autres sont en étroite relation avec Israël. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Mais on est dans un champ politique de vérité entre guillemets. Là, on voit bien que encore, je parlais d'études qui sont sorties aujourd'hui sur les sondages sur les européennes. Si aujourd'hui il y avait un vote, on voit bien qu'il y aurait une montée malheureusement conséquente des idées que partagent Salvini, Orban, Di Maio et autres. D'ailleurs, je voudrais revenir sur Salvini et Di Maio, étant d'origine africaine comme beaucoup ici, mais même si on n'est pas d'origine africaine, le fait que les personnes s'accommodent ou soient satisfaites quand des personnes comme très discutables, donc je suis à l'opposé de ce qu'ils pensent, comme Kemi Seba et autres, se rapprochent de Salvini et de Di Maio, qui à l'intérieur des discours de Salvini, il y a l'incursion de phrases entières de Mussolini qu'on n'a pas à présenter. Donc on voit bien que il y a quand même dans la déferlante antisémite, dans la déferlante du racisme globalement, que ça soit à l'égard des Noirs, à l'égard des musulmans, on peut être musulman et noir et autres, mais pas la peine de faire un dessin, il suffit de regarder les études justement sur cette institution qui fait partie de l'Union européenne, qui est un institut d'études sur les droits fondamentaux. Il montre bien les chiffres saillants qui démontrent pas la montée de l'intolérance, pas la montée de l'ostracisme, mais bien du racisme, de l'antisémitisme. En un mot, des discriminations des plus violentes et malheureusement qui s'immiscent de plus en plus, de manière presque sur une chaise longue, dans des lois votées majoritairement dans nombre de pays européens. Et maintenant, ils prennent le pouvoir et ils font des alliances et ça peut être très nocif et ça va l'être, ça l'est déjà, ça va l'être pour les prochaines européennes. D'ailleurs, c'est pour cela que j'appelle tout le monde, quel qu'il soit, à voter et même plus faire de la politique pour que les européennes soient véritablement. Comprenez qu'il y en a qui sont fatigués par cette politique, à l'image de ce président qui nous avait promis un nouveau monde et finalement on s'aperçoit que c'est l'ancien monde qui est toujours là. Alors, ça c'est un point de vue. Non, c'est une constatation. En même temps, vous savez, c'est pas moi qui ai dit durant ma campagne, je vais tout changer. Vous allez voir, les choses vont changer. L'ancien monde c'est terminé et on s'aperçoit au travers de l'affaire Benalla, au travers des gilets jaunes, au travers de plein de choses que finalement, l'ancien monde il est toujours là, quoi. C'était peut-être croire aussi qu'en moins de 2 ans on pouvait installer un nouveau monde de plus de 7 milliards de personnes et puis en France de plus de 66 millions de personnes et nombre de réflexes et de mécanismes à changer, que ça soit au sein de son propre état d'esprit, au sein du propre état d'esprit de son gouvernement, de l'administration, et ça n'aura pas meilleur ceux qui l'ont précédé. Donc c'est bien la construction d'un nouveau monde. Elle doit être encore sur la table et notamment sur le plan de la géopolitique intérieure et extérieure. Il y a bien un nouveau monde, mais il y a plutôt, moi c'est mon point de vue, comme vous l'invitez, mon point de vue personnel, c'est bien la confrontation de nouveaux mondes qui sont en confrontation avec des visions qui sont parfois complètement opposées. Et tout à l'heure vous parliez d'Orban, par exemple, moi je n'adhère pas du tout, je ne souscris pas à sa vision du monde, ni à celle de Salvini, ni à celle de bien d'autres personnes qui eux ont bien un nouveau monde et viennent contrer le nouveau monde de Macron avec qui a nombre insuffisances, mais qui est beaucoup moins nocif que la vision où il y a des incursions de vision de Mussolini, d'un Salvini ou d'Orban. La loi asile et migration n'est-ce pas une loi liberticide? La loi anti-casseurs n'est-ce pas une loi liberticide? Certes, mais ça en fait pas. Est-ce que finalement on n'est pas en train de travailler pour justement les extrêmes? Alors, ça c'est oui, j'en vois qui siffle, mais écoutez, on est là pour constater, on est là pour poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un climat qui est fait pour justement essayer de préparer l'opinion à une certaine extrême qui prend du pouvoir en Europe aujourd'hui? Pour moi. Alors attendez. La loi asile immigration, c'est pas une loi liberticide pour vous? Non. La loi anti-casseurs, c'est pas une loi liberticide? Alors, c'est une loi qui est. Je peux répondre. Oui, allez-y, monsieur Chikaya. Je pose des questions. Moi, je suis pas pour cette loi. Ouais. Je suis pas pour cette loi. Elle est liberticide ou pas?
alors elle est à la limite Potentiellement, elle pourrait l'être. elle pourrait l'être. En tout cas, elle est très très contestable. Elle va être contestée. Elle sera Notamment contestée l'article 2, rappelons-le. L'article 2 me rappelle un autre article il y a à peu près 10 ans tout aussi sulfureux, donc il va être combattu. Ouais. Mais je ne mettrai pas, parce que cet article 2 ou l'asile ou ces droits d'asile, Macron à la même hauteur sur le plan politique, idéologique et en termes de vision, Macron, pas ce que j'ai fait, Salvini, Orban. J'ai pas dit ce que vous faisiez. Oui. Je pense que Macron, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, est une digue que si elle vient à sauter en Europe, pour laisser donc un plus grand boulevard à de telles personnalités politiques et pouvoirs politiques comme Orban, Salvini et autres, les temps à venir vont être très 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 difficiles. Hamou Bouakaz, Nassim Lachlache et Farid Tamsamani sont là aussi pour vous interroger. Messieurs, je vous en prie. Qui souhaite poser une question à notre invité Jean-Claude Chikaya qui est avec nous ici présent. On sait que vous êtes aussi impliqué sur la politique africaine. Est-ce qu'on peut parler, tiens, je sais que ça tient à cœur à Nassim, sur le franc CFA par exemple? Alors, le franc CFA, il est intéressant de rappeler que l'Afrique, c'est 54-55 pays. Le franc CFA, c'est 14 pays, dont 12 anciennement colonies françaises. Et sur les 14 pays, nombre d'habitants de ces populations sous le franc CFA ne sont pas contre le franc CFA, sont pour une souveraineté monétaire, bien sûr, qui viendra par donc une souveraineté qui va bien sûr faire partir le franc CFA, mais il y a bien d'autres questions qui viennent avant sur la politique économique, sur la politique sociale de ces pays et notamment des gouvernances. Parce que il y a une vision, moi, qui me choque toujours, c'est quand on parle de la déstabilisation de 55 pays, parce que 14 pays sont sous le CFA. J'étais à Brazzaville il y a quelques temps. En face, à 12 km, ou parfois à 4 km. C'est les capitales les plus rapprochées du monde. Kinshasa, c'est pas le franc CFA. Brazzaville, c'est le franc CFA. Ça ne va pas mieux politiquement et sur le plan monétaire et autres. Ça veut pas dire qu'il faut continuer à vivre sur le franc CFA, mais c'est bien plus complexe que tel que ça peut être présenté. Et je rappelle, le franc CFA, c'est 14 pays. L'Afrique, c'est 55 pays, d'Alger jusqu'au Cap. Donc il y a parfois une vision où on veut voir l'Afrique. D'ailleurs, il y a des termes qui viennent démontrer la simplification avec laquelle on peut regarder l'Afrique. On parle d'Afrique noire, c'est le seul continent qui est encore racialisé. Moi, je parle de l'Afrique, d'Alger jusqu'au Cap. Et le mot Afrique noire, c'est un terme qui a servi pendant la colonisation pour rassembler les gens. Mais je pense que c'est mon point de vue. C'est un point de vue. Mon grand-père est un des cofondateurs du RDA, Rassemblement démocratique africain, le plus grand rassemblement démocratique et politique qu'a connu l'Afrique après l'Union africaine, qui est, on pourrait en discuter et ne pas faire d'anachronisme et se tromper d'époque, mais il est intéressant. Bien sûr, il suffit d'inverser la situation. La France ne voudrait pas d'une monnaie qui viendrait du Burkina Faso, du Lesotho, d'Égypte ou d'Algérie. Maintenant, il faut regarder l'histoire et il faut voir, par exemple, hier, on en discutait avec nombre de personnalités du Ghana, avec un président qui d'ailleurs fait des très bonnes choses. Le Ghana, justement, travaille avec d'autres pour une monnaie régionale. Donc le franc CFA, je pense, vit ses dernières heures. Bon, on en reparle avec vous dans un instant avec Nassim Lachlache, Hamou Bouakaz et Farid Tamsamani qui sont avec nous et monsieur Jean-Claude Félix Chikaya, notre invité, jusque 17h40 dans l'entretien du LGF. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'entretien du LGF en ce lundi avec notre invité, monsieur Jean-Claude Félix Chikaya. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir, cher monsieur, bienvenue à vous. Merci. Une nouvelle fois. Bien entouré, alors on parlait juste avant la pub du franc CFA et je sais que mon ami Nassim Lachlache, ça l'a fait réagir tout cela. Enfin, réagir surtout, je posais des questions, puisqu'il y a 15 jours, il me semble, Christophe, on avait un invité justement qui représentait alors ex-UDI, alors les centristes, voilà, qui s'occupait des questions internationales, justement, voilà. Et donc il nous a affirmé là à l'antenne ici que la raison pour laquelle le franc CFA il est à l'IPS d'ailleurs, hein. n'était pas terminé, aboli,
On peut le saluer. On peut le saluer, bien sûr. Emmanuel Dupuis, Emmanuel Dupuis. j'imagine qu'on parle de lui. Oui, Exactement. tout à fait. Qu'on salue fraternellement. Et donc, Il était avec nous la semaine dernière. Et qu'on remercie encore d'être venu. Hein. Donc nous affirmait que la raison pour laquelle on n'avait pas la fin du CFA, c'était parce que les dirigeants, les pays, alors il n'a pas parlé que des dirigeants, puisque c'est moi qui ai fait la distinction entre les dirigeants et éventuellement le peuple, les pays étaient opposés en fait à la fin du CFA. Est-ce que vous avez cette même vision, ce même avis, cette même approche par rapport à votre... Tous les pays sous CFA ne sont pas opposés au CFA ou à sa sortie. Là en ce moment c'est un débat mais qui a plusieurs décennies. Moi je l'ai toujours connu. Ce débat sur le CFA, j'ai jamais connu une année de la maternelle jusqu'à aujourd'hui sans avoir le pour et le contre sur le CFA. Mais je pense que la sortie est imminente. Pourquoi ? On parlait tout à l'heure du nouveau monde, notamment énoncé par Macron. Il n'y aura pas de nouveau monde sans une nouvelle Afrique et sans un nouveau rapport de la France et de l'Europe à l'Afrique. Et notamment sur le plan monétaire. Mais il faut un mouvement réciproque. Il faut qu'à l'intérieur des pays africains, et notamment ceux qui sont sous CFA, aient un autre rapport à eux-mêmes, et notamment une autre vision, une autre politique monétaire. Et là, le président du Ghana qui s'arrache les cheveux, il en a plus d'ailleurs comme moi, pour justement créer une monnaie régionale pour être fort. L'Afrique, le continent africain tout entier, c'est moins de 5% du PIB mondial. Donc on peut pas se voir plus fort et plus gros malgré toutes les matières premières qui sont sous les pieds de chaque Africain qui parfois, pour la plupart, vivent de manière précaire. Donc à l'intérieur de chaque pays, sur le plan de la gouvernance, sur le plan économique, sur le plan de la vision monétaire, sur le plan social, c'est monter justement des politiques qui soient locales et régionales et continentales. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre la problématique. L'Union africaine, qui vient il y a une semaine, finissait son sommet. La présidence est maintenant à l'Égypte, Haïl Sisi. 70%. Parce que les gouvernants ne payent pas leurs cotisations de l'Union africaine, 70% du budget vient de l'Union européenne. Et de la Chine et de l'ONU. Donc, que vous ayez monnaie ou non, à partir du moment où vous ne réglez pas ce type de problématique, la dette et ceci et cela, on voit bien qu'il y a un problème de gouvernance. Donc quand vous allez dans les pays africains, notamment ceux qui sont sous franc CFA, ils vous disent « Assieds-toi, on va discuter, on va te parler de notre quotidien. On peut changer de monnaie. » Mais si on garde le même type de gouvernance, les mécanismes qui sont en œuvre et qui malheureusement nous permettent pas de sortir de la précarité, nous développer et d'avoir une vie digne, est-ce que le premier problème n'est pas, un des problèmes premiers n'est pas là aussi? Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à vivre sous une monnaie qui n'accorde pas une véritable souveraineté à chaque pays qui sont sous le CFA. Enfin, mais pour ça, il n'y a même pas à faire deux années d'économie pour comprendre que quand tu détiens pas ta souveraineté monétaire, et même malheureusement, t'es corvéable à merci et tu peux être exploité. Avant de parler, parce que c'est important, de l'influence d'Israël en Afrique avec la récente visite de Netanyahou au Tchad, avant de parler aussi de l'extrême qui monte, le populisme en Europe et surtout de Trump, on va en parler un petit peu. Peut-être une question d'Amou Bouakaz ? À ce stade, ma question c'est comment un type comme vous, féru d'histoire et qui réfléchit sur le temps long, comment vous continuez d'y croire alors que chaque jour apporte son lot de déception, de reniement, de dirigeants totalement incapables, inféodés. Comment vous trouvez l'espoir alors que tous ceux qui travaillent sur ces sujets nous prennent... Ça n'est qu'une longue litanie de déception. Je vais pas parler de mon histoire personnelle, mais presque. Ma mère est martiniquaise, mon père est congolais. Personne n'est parfait, mon vieux. Je sais que ma mère est pire, hein. Non, mais je sais que ma mère est devenue martiniquaise comme tous les Martiniquais depuis 1635. Ils appartiennent à la France. 1634 pour être plus précis. Je sais que c'est pas le résultat d'un voyage de nouvelles frontières qui a mal tourné. Et je sais que ça a été des siècles et des siècles de lutte. Mon grand-père a lutté contre la colonisation.
Et c'était on ne peut plus dur que ce qu'on vit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites n'est pas dur. Mais ça nous convoque. Bien sûr, on a des moments de désespoir ou des lâchers-prises et autres. Mais ça nous convoque justement. Parce que ceux qui nous ont précédés nous ont permis d'être là, libres, et parler autour de cette table, de ne pas lâcher. Ne pas lâcher l'affaire. Pardon, je me permets de vous couper, juste ça me fait penser à une phrase de Finkielkraut qui avait dit que justement la France mérite notre haine puisque ce qu'ils ont fait à mes grands-parents est bien pire que ce qu'ils ont fait vis-à-vis des Africains. Alors je laisserai... Phrase prononcée dans le Haaretz, en 2005. Je laisserai à Finkielkraut l'entière responsabilité de ce qu'il vient de dire. Méfiez-vous quand même des trades. Non, c'est vérifiable. Hein. C'est dans un article de Haaretz. Les pays africains qui étaient sous colonisation française n'ont pas combattu la France, ont combattu la colonisation française. Et c'est-à-dire que quand certains comportements français sont par ailleurs totalement haïssables. Je suis obligé d'être d'accord avec lui. Oui, non mais c'est important qu'on écoute la nuance. Vous avez aucun député de Madagascar, d'Algérie, de Martinique, de Guadeloupe, du Congo et du Gabon à l'intérieur du Palais Bourbon ou à l'extérieur qui disait sale blanc ou la France, ceci, cela. Non, ils combattaient et ils ont combattu au péril de leur vie le système colonial. Voilà. Farid Tamsamani. Moi, je partage ce que vient de dire l'invité Jean-Claude sur le franc CFA. Il faut le franc CFA vit ces dernières heures et je suis complètement d'accord. Il va disparaître et il faut qu'il disparaisse. Mais il faut que les gens comprennent qu'il faut sortir de l'émotionnel. Le franc CFA concerne 14 pays africains, dont quelques pays qui ont absolument pas été colonisés par la France. Donc aucun rapport avec de près ou de loin la France. Ensuite, pourquoi le franc CFA existe encore aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de pays qui ont fait le choix, à mon grand désespoir, parce que je pense qu'il faut à un moment donné essayer de marcher, en tout cas voler de ses propres ailes, quitte à ce que ça coûte très cher, quitte à ce que on se casse la figure de temps en temps. Vous avez un certain nombre de pays qui bénéficient de ce qu'on appelle la garantie de la banque française. Ouais. Effectivement, pour acheter. En clair, quand un pays achète du blé ou du riz pour nourrir sa population et qu'il doit le payer avec sa propre monnaie, ça lui coûte beaucoup moins cher lorsqu'il y a une garantie d'un État, effectivement. Aujourd'hui, c'est la France, mais je peux vous garantir que le jour où le franc CFA va disparaître, vous avez un pays qui s'appelle la Chine qui donnera sa garantie à ces pays-là de manière à ce que ça coûte moins cher. Mais moi, je pense que pour évoluer, pour pouvoir se développer, il faut à un moment donné voler de ses propres ailes, quitte à se casser la figure de temps en temps. Monsieur Jean-Claude Félix Chikaya, parlons si vous le voulez bien aussi de l'influence que peut avoir Israël vis-à-vis de l'Afrique. Alors c'est un marché qu'elle essaye de conquérir. Oui, c'est un marché qu'elle essaye de conquérir comme d'autres. Tout n'est pas fait, tout n'est pas réglé, parce que justement au lieu d'avoir les relations sont somme toute différentes d'un pays à un autre. Hein. Exactement. Au lieu d'avoir une diversification de l'économie qui monte à l'intérieur de l'Afrique, je vais prendre le Nigeria, dont malheureusement les élections ont été reportées. Le Nigeria est le deuxième producteur de riz du monde. Mais au Cameroun, juste à côté, le riz vient de Chine. Ouais. Vous voyez, donc il y a ces contradictions extraordinaires qui donnent pas seulement au gouvernement israélien et autres, le fait de venir y avoir des accords économiques, mais qui sont jamais non assortis de rapports qui sont politiques, géostratégiques, géopolitiques. On ne parle pas seulement d'import-export. Il y a bien sûr comment être beaucoup plus puissant sur le plan géostratégique et autres. Donc il est important de bien comprendre que la reconfiguration entre guillemets géopolitique de l'Afrique, faut absolument qu'elle n'échappe pas aux Africains et que des tuteurs ne soient pas remplacés par d'autres tuteurs. Donc ça serait encore retarder l'heure de la souveraineté des pays africains. La montée du populisme en Europe, on en parlait tout à l'heure, donc on parlait évidemment de l'Italie, de la Hongrie. On peut parler aussi de la Grèce, de l'Autriche et de quelques pays. Peut-être doit-on s'inquiéter de ce qui risque de se passer au-delà de Merkel en Allemagne, par exemple. Est-ce que c'est un réel problème, une réelle problématique qu'il va falloir
sur laquelle il va falloir s'attarder. Et on sait qu'elle est instrumentalisée, peut-être, par exemple, comme un mec comme Trump qui a intérêt à ce que l'Europe soit déstabilisée. Quel avenir pour cette Europe dans sa configuration actuelle? On a l'impression qu'elle est séparée un petit peu en deux, un petit peu comme le climat en France aujourd'hui. Malheureusement, quel avenir pour cette Europe? Et comme ça ne s'arrête, c'est pas circonscrit à l'Europe. Et je connais un petit peu toutes les personnes qui sont un peu autour de la table, soit de nom ou autre. Personne n'est étonné par la montée des populismes, des idées réactionnaires et organisées maintenant en pouvoir politique et qui accèdent à des pouvoirs politiques. Et il suffit pas seulement de regarder l'Europe, mais de voir que les alliances, vous avez des gens comme Bolsonaro qui vont très bien s'entendre avec Duterte, avec Trump, avec Orban, avec Salvini. Donc maintenant, malheureusement, ça va être un triangle. Même beaucoup plus complexe qu'un triangle qui va faire force avec des idées où eux aussi, sans anachronisme, vont se servir et se sont servis allègrement de la démocratie pour arriver au pouvoir et pour avoir des politiques non démocratiques, populistes, racistes, et on pourrait, et malheureusement la liste n'est pas exhaustive. Et parfois l'entrée sur une vision pour combattre le racisme en regardant mieux ce dont vous vouliez qu'on discute, il est important de regarder autrement. Regardez les politiques économiques de ces pays. Elles sont peu fameuses, ce ne sont pas des réussites. Donc c'est intéressant. Parfois quand vous voulez convaincre les gens, oui mais attention, c'est les populistes, les réactionnaires et autres, malheureusement ça ne prend pas. Regardez leur politique économique. Est-ce que ce n'est pas là du néolibéralisme et de l'ultralibéralisme déguisé en socialisme d'extrême droite? Et des personnes, dès qu'ils mettent un petit peu la loupe sur tous ces pouvoirs, là, en général, les yeux s'ouvrent avec beaucoup plus de perspicacité. Monsieur Jean-Claude Félix Chicaya, comment un mec comme Trump a pu arriver au pouvoir aux États-Unis? Alors, moi, je l'avais pas prévu. Surtout, je l'avais pas prévu, mais on pouvait. Je travaille aussi avec beaucoup de chercheurs américains qui, eux, en avaient peur. Ouais. Qui en avaient peur sur le boomerang de l'arrivée d'Obama. Et Trump n'est pas un perdant de l'année. Il y a longtemps qui travaille, qui fait tout un travail, qui travaille les États-Unis au corps social des États-Unis. Et les États-Unis, pays jeune, mais pays très dense sur le plan des idées racistes, des idées populistes et autres. Donc il n'a fait que raviver et reconstruire ce qui malheureusement existait aux États-Unis. Vous savez, quand il y a une problématique notamment sur la crise économique ou non, quand vous n'avez pas élagué toutes les idées populistes, ça peut représenter donc une pulpe, et dès qu'il y a un problème, vous remuez tout ça, et la pulpe remonte, et il y avait Trump pour arracher tout cela, qui n'a pas été assez pris au sérieux par les républicains qui, eux, depuis 2 décennies, malheureusement avaient souvent des discours... Il est pire qu'Obama, Trump? C'est une question que vous me posez? Oui, je vous pose la question, oui, parce que le bilan d'Obama, il est contestable aussi. Alors, il est contesté et contestable. Pour l'heure, économiquement parlant, par exemple, les États-Unis se portent plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Alors, le chômage est en baisse. C'est un chef d'entreprise, Trump, on est d'accord. C'est un businessman d'entreprise. Alors, regardez ce qu'il a fait. Non mais d'accord, mais attendez, tout est discutable. C'est un monsieur qui fait preuve de pragmatisme, par exemple, lorsqu'il décide de ramener les soldats à la maison, c'est pas pour rien. Je veux dire, il le fait par calcul derrière. Alors, je vais revenir sur le bilan économique de Trump que vous trouvez donc. Non, je trouve pas. Je pose sur le plan des chiffres. Ah d'accord, excusez-moi. Les chiffres, bien sûr. Sur le plan des chiffres, c'est discutable. Il a aussi des bons chiffres, mais des chiffres contestables. Mais avoir des bons chiffres économiques, une telle philosophie et autres, beaucoup, et notamment du même champ politique. Ouais. Qui épouserait ces mêmes visions de près ou de loin, ont eu au début entre guillemets de leur règne des bons chiffres économiques. Est-ce que cela est suffisant à s'accommoder d'un tel pouvoir?
au regard de comment il déstabilise le monde et avec quelles idées, et notamment l'Amérique. Ce qui n'a pas été Quelqu'un qui n'est pas... Ce qui n'a pas été le cas sous Obama, par exemple. Le fait de vouloir déstabiliser le monde, d'être hyper interventionniste. Non. On peut dire que Obama était interventionniste. Est-ce que je peux vous poser la question différemment, Monsieur Chikaya? Oui, est-ce que vous avez été déçu finalement d'Obama? Est-ce que vous en attendez plus? Oui. Parce que à l'issue de ce... Oui, bien sûr, j'en attendais plus. Il y a une grande partie de mes attentes qui ont été déçues. Mais je ne vois pas du tout Obama comme Trump. Mais il y a des grandes questions. Il y a des grandes questions. Je vous en dire une. Par exemple, sur les questions, sur la question noire, sur la question du racisme à l'intérieur. Il aurait dû. Donc il aurait pu faire autrement. Il a vu ça comme un risque, alors que moi je vois ça comme une opportunité et même une obligation. Après, sur le plan économique, Trump bénéficie aussi du travail qui a été fait par Obama, et maintenant il en récolte les fruits. Voilà, c'est pas le même homme et c'est pas la même philosophie, même si sur bien des données, et notamment sur la politique internationale, le discours du Caire, notamment d'Obama, aurait pu être suivi d'autres actes. Exact. Et ça, c'est ma vie, c'est mon point de vue. Oui, monsieur Hamou Bouakaz. Vous faites comme si le président des États-Unis était tout puissant. Aux États-Unis, le président n'est pas tout puissant. Il doit dealer avec un Sénat, une Chambre des représentants. Il doit dîner avec. Il déclare l'urgence nationale. Faut voir. Ça dépend. Et puis croyez bien qu'aux États-Unis, pas comme en France, naturellement, le lobby militaro-industriel et les grands, là en l'occurrence les GAFA, ont beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis. Donc Obama, c'était un bonhomme qui nous a fait plaisir, mais c'était quand même un produit marketing d'abord. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Réponse, monsieur Chikaya, en un mot. Oui. Produit marketing, Obama. Trump, Non, c'est pas un produit marketing. Faut se rappeler pourquoi et comment il est arrivé au pouvoir. Les États-Unis n'en pouvaient plus de George Bush. Plus du tout. J'y étais juste avant que les Américains. Ça peut être une explication. Ils n'en pouvaient plus de George Bush, et je pense que le fait qu'Obama rate, comme beaucoup d'ailleurs en Europe, qui explique aussi malheureusement la montée des populismes, la marge de la question sociale et économique, et qui n'a pas assez réduit les précarités et autres, a malheureusement ouvert involontairement un boulevard à Trump. Merci beaucoup, monsieur Chikaya. Vous restez avec nous parce que France Maghreb 2 s'engage aussi et met à contribution non seulement ses chroniqueurs mais ses auditeurs pour participer à ce fameux grand débat à l'initiative donc monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Les auditeurs et vous chroniqueurs, vous allez pouvoir nous faire vos propositions que nous engageons à transmettre à l'Élysée à l'issue de ce débat le 15 mars. À vos téléphones 01 40 33 9000. À vous d'y réfléchir aussi, ce qui vous paraît intéressant de mettre dans ce grand débat dans un instant pour cette dernière partie de ce LGF. Merci d'être avec nous en direct pour cette partie du grand forum, dernière partie. Donc nous avons décidé, nous aussi, parce que nous avons des choses à faire valoir, des choses à dire, vous auditrices, auditeurs, d'apporter votre contribution pour participer à ce fameux grand débat qui a été lancé il y a quelques semaines maintenant, pour permettre de recueillir les doléances, les remarques, les propositions de tous les Français. Du coup, on s'y met nous aussi et nous engageons, sachez-le, à transmettre tout ce qu'il va être proposé au quotidien dans cette partie d'émission. Le grand débat, le LGF s'engage, France Maghreb 2 s'engage, donc vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner votre contribution, votre proposition de ce qui pourrait peut-être améliorer à tous notre avenir et que permettre, j'allais dire, une France plus tranquille, plus apaisée, en tout cas avec les propositions de chacun. Donc n'hésitez pas à nous appeler maintenant pour ce faire, 01 40 33 9000. Nous allons essayer de les transmettre à la virgule près, en tout cas, de ce qui va être proposé au quotidien dans cette émission. Donc en ce premier jour, lundi 18 février. Également, les chroniqueurs qui interviennent de manière quotidienne, une équipe au complet, vont pouvoir nous faire leurs propositions avant d'accueillir les vôtres. Alors tiens, Hamou Bouakaz, pour vous, quelle est la proposition
absolument à transmettre à l'Élysée quelque chose d'important auquel peut-être on n'aurait pas pensé, à nous transmettre aujourd'hui et à noter donc dans ce fameux cahier de doléances. Oh, moi j'en ai plein, hein, mais il y en Non a mais il faut en choisir qu'une. Il y en a une qui sera assez simple. Hein. C'est de décider que quand on vote une loi, on en abroge une. Et le corollaire de ça, c'est que quand une loi n'est pas appliquée pendant 6 mois, elle est réputée abrogée. Donc on peut la faire, on la résume comment ? Abroger toutes les lois qui ne sont pas appliquées 6 mois durant et abroger systématiquement une loi quand on en vote une. Toutes les assemblées augmentent le volume des lois de manière très substantielle et plus personne ne sait dans ce millefeuille s'y retrouver. Donc du coup, il y a abroger toutes les lois qui sont pas appliquées pendant 6 mois. Et chaque fois qu'une loi est votée, on a donne-nous un exemple, Amou, de ce que... Oh bah, j'en sais rien, il faudrait regarder de près, mais je sais qu'il y a des tas de lois qui ne sont pas appliquées et qui continuent. Par exemple, il y a une loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon, qui a été abrogée 130 ans après qu'elle ait été votée, alors que ça faisait des milliers d'années qu'elle n'était plus appliquée. Enfin, vraiment, il suffirait qu'il y ait une recherche et vous verriez que... J'en ai plein d'autres, mais c'est... Voilà, ça c'est... Je pense qu'il n'y a pas des femmes qui sont condamnées tous les jours pour port de la burqa. Moi, alors qu'on avait déjà une loi sur la question de la dissimulation du visage qui... Non mais c'est très bien, bonne proposition. Abou Bakaz, abroger toutes lois qui ne sont pas appliquées pendant plus de 6 mois, ça me paraît bien, c'est recevable, c'est entendable. Monsieur Farid Tebsamani, quelle est votre contribution, vous, dans ce grand débat ? Je vais essayer de faire une proposition populiste, pour une fois. Moi, j'interdirais à tous les fonctionnaires de faire de la politique. Ah oui, et pourquoi ? Parce que en fait, vous avez ce qu'on appelle une émission dans le volet politique des campagnes et de la politique en sens général, des gens qui ne prennent aucun risque. Je pense à des gens comme, je vais être politiquement incorrect, comme Alain Juppé, qui toute sa carrière en fait fait une partie de sa carrière dans le public et qui à un moment donné font des campagnes électorales. Quand ça marche, eh ben tout va bien, et quand ça marche pas, ils retournent dans les corps de fonctionnaires. Alors que quand vous êtes dans le privé, lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous êtes acteur tout simplement du privé, eh bien vous en avez absolument pas la capacité, et donc c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle la politique qui est gangrénée essentiellement par des hauts fonctionnaires. Très bien. L'alternative à ça, c'est de donner un statut aux élus plutôt, parce que... Monsieur Nassim Lachlache, votre participation, contribution à ce débat ? Moi, je n'ai aucune participation. Je ne participerai pas à ce débat. Tout simplement parce que ce type de choses, en tout cas, ce type de débats ont déjà eu lieu. On se rappelle en tout cas de Borloo et de son travail quand même titanesque sur la question de la politique de la ville, qui a tout bonnement simplement été enterrée. Donc je veux dire, se fatiguer à faire des propositions, à donner de l'espoir et à laisser croire qu'on va faire quelque chose pour finalement le ficher à la poubelle. À titre personnel, je décide de ne pas y participer. En revanche, si je peux me faire écho d'une proposition qui n'est pas mienne, mais qui a été celle de Gilets jaunes, parce qu'on regarde tous un petit peu ce qu'il en est. Il y avait celle de je sais plus comment elle était formulée, désolé Christophe, je vais te donner du fil à retordre, mais la question de taxer les évadés fiscaux, etc. Mais il y avait une proposition qui avait été faite par... Monsieur Boulot, là, l'avocat qu'on a beaucoup entendu, puisqu'il s'exprime extrêmement bien, il arrive à poser ses idées. Je trouvais ça super intéressant, la manière dont il a présenté les choses. Alors, pour la formuler clairement, la taxation des évadés fiscaux, mais c'est un peu gros, un peu large, un peu bateau, donc difficile. Il faudrait qu'on essaie de formuler ça de manière plus précise pour avoir quelque chose de... Après, on s'en occupera. Comment tu fais pour taxer un mec qui s'est évadé ? Oui, voilà, non, mais c'est... non, il s'est pas évadé forcément. Lui, il peut être en France, mais il a fait en sorte qu'une partie de son patrimoine ne soit pas. Si, il y avait justement une proposition de faire comme les Américains. Comme les Américains, voilà. Tu quittes le pays, mais tu payes l'impôt en fait. Mais je suis pas spécialiste. Le différentiel, oui. Voilà. Monsieur Chikaya, il a une proposition à nous faire, lui. Contribution pour ce grand débat. Oui, j'ai une contribution, c'est qu'il y a la création d'un ministère qui donne une puissance régalienne aux questions sociales. Ce serait au regard de la majorité des revendications des Gilets jaunes, mais aussi de tout ce qui remonte en Europe et ailleurs
c'est bien la question sociale, l'impératif des questions sociales qui est au centre des plus que mécontentements. Donc il ne peut pas avoir de nouvelle France, de nouveau monde sans l'impératif de la question sociale à l'étage qu'il faut. Donc c'est que de ce ministère des Affaires sociales devienne un plus gros ministère, notamment avec s'il vient d'être dit sur par rapport à Borloo, par rapport aussi aux agriculteurs, toutes les questions sociales qui mettent de côté nombre de Français et d'Européens et autres, soit montent à un étage, donc il y a un véritable ministère qui devienne donc régalien, la question sociale, avec le nombre de personnes et surtout le pouvoir budgétaire de changer les choses pour que justement soient accueillis autrement que saupoudrer les réponses aux questions sociales qui, si elles ne trouvent pas une bonne réponse et un écho favorable, vont malheureusement nourrir tout ce qu'on était en train de plus que déplorer tout à l'heure sur le plan du vote populiste. Bon, alors on va faire un petit tour du côté du standard parce que nos auditeurs évidemment vont apporter leur contribution et je crois que nous sommes avec Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Alors Fatima, moi ce que je souhaite, Fatima, Allô, vous habitez où pas Fatima? Paris? Voilà. Paris, oui. D'accord. Alors, quelle est votre proposition pour ce grand débat, Fatima? Que l'on enlève tous les avantages à ces soi-disant politiques. Parce que je ne vois pas pourquoi un smicard, il paye son essence, son loyer et sa voiture, et qu'un élu, on lui paye tout alors qu'il fait je sais pas combien de milliers d'euros. Ceci d'une part. Je voudrais juste placer un mot, si vous me permettez, Monsieur Christophe, que la communauté musulmane a toujours condamné l'antisémitisme. Si vous Fatima, allez dans les... Vous m'écoutez, Monsieur Christophe? Oui, mais on est juste dans les propositions du grand débat. On a quitté. Juste un mot, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, on n'a pas entendu Monsieur Bouakaz pour nous dire, pour nous inciter à condamner. Parce que s'il défendait une attaque en règle, contre Bouakaz. Eh ben, ça serait vraiment bien. Voilà, Monsieur Christophe. Monsieur Bouakaz, on t'a pas attendu pour condamner l'antisémitisme. C'est ce que te dit Fatima. Non, mais moi, je suis ravi qu'on m'ait pas attendu, mais j'en remets une louche pour le cas où il y en aurait qui, par hasard, m'auraient attendu. On sait jamais. On sait jamais. Il s'en sort bien, notre ami Bouakaz. Non, il est bon, il est bon. Je vais vous dire, En tout cas, j'ai les noms des personnes dont je parlais tout à l'heure, qui ont été assassinées. Non, mais Donc c'est qui? Bah oui, il faut le dire. Donc, non, mais je savais pas si on pouvait le dire. Donc il y a Saïd El Barkaoui qui a été tué il y a moins d'un an par son voisin, père de 6 enfants, qui a été assassiné par arme à feu dans son jardin, et Mohamed El Makkouli, excusez-moi, sauvagement assassiné, donc à coups de couteau, 17 coups de couteau, aussi devant ses enfants et sa femme. Donc ça c'était. Et Saïd Bouara alors, qui a été le vigile aussi, qui a été jeté dans le canal de l'Ourcq. Oui. Je parlais tout à fait. On peut aussi en parler. Mais je parlais de ces deux choses qui étaient récentes. Donc celle-là de 2015, la seconde de 2015, directement après Charlie Hebdo, donc qui était une réaction directe. Encore un voisin qui a mis des coups de couteau, qui est reparti, qui a été désarmé, qui est reparti chercher un couteau et qui est revenu mettre des coups de couteau. Le monsieur est décédé. C'est ces deux exemples, c'est pour dire que ça existe. C'est pas juste pour... Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de hiérarchiser, de comparer, de tout ça. C'est pas ça. C'est que il y a des gens qui sont aujourd'hui haineux et qui ont une haine raciale, religieuse ou tout ce qu'on veut et qui en arrivent à des extrémités comme celle-ci, comme c'est arrivé à Toulouse. Il a revendiqué son acte, le gars. Il est venu, il a expliqué que c'était. Non, après c'est l'enquête qui a permis de montrer que c'était d'un côté un acte raciste et d'un côté un acte islamophobe. Il a été condamné. Alors qui est en hôpital psychiatrique parce qu'en fait après on n'a pas le temps de faire le débat, mais souvent les gens sont en hôpital psychiatrique en fonction de la couleur de peau, malheureusement. Bon, on accueille Aziz qui a une proposition à nous faire. Salut Aziz, bonsoir. Ouais, moi je pense qu'il faut réduire le nombre de députés, tout ça. Alors, tu nous appelles d'où, Aziz? Nanterre. Aziz de Nanterre. Donc toi tu proposes réduire le nombre de députés, c'est ça? Oui. Je crois que c'est d'ailleurs dans la volonté de Macron, ça. Hein. On peut dire qu'il sera écouté. Réduire donc le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup Aziz. Pas, Christophe. Mais réduire comment? Parce que... On peut réagir. Des élus, on peut réagir. Hein. Non, parce que allez-y. Non, mais juste sur c'est une bonne chose ça ou pas? Vas-y, je t'en prie. Mais non, mais je veux dire, enfin, tu vois, ce mythe des élus qui sont surpayés et qui vont non, mais il y en a trop peut-être.
Il y en a trop, non? Mais attends. Réduire d'un tiers le nombre de députés à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est faisable? Ça dépend comment on organise l'Assemblée nationale, comment on organise son travail. Ouais. Le problème de l'Assemblée nationale, c'est pas le nombre d'élus, c'est le fait qu'on les impuissante, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Il y a peut-être une question de nombre, mais il y a surtout une question de renforcer leur staff, paradoxalement, pour qu'ils puissent réellement travailler sur les textes. Aujourd'hui, c'est du théâtre subventionné pour la plupart. Après, pour aller un peu dans ce sens-là, il y a la question aussi de la représentativité. On a 577 députés, on est à plus de 63 millions, si je ne m'abuse, c'est ça, de Français, là, 67 même, je crois qu'on est, je sais même pas, voilà, 66 millions, proche de 67 millions, donc 577 si on le divise, on n'est pas à grand-chose. Donc, par contre, la question du Sénat est une vraie question qui peut se poser. Oui, est-ce qu'on supprime le Sénat ou pas? Pourquoi pas, mais en tout cas, de se poser la question, parce qu'en termes de contre-pouvoir, en réalité, on sait que la navette termine à l'Assemblée et que c'est l'Assemblée qui aura le fin mot quand c'est pas le gouvernement, en tout cas avec ce gouvernement. Donc à quoi bon l'Assemblée si ce n'est le Sénat si ce n'est la retraite. En revanche, il y a un certain nombre de collectivités territoriales qu'on pourrait interroger, pas les municipalités. Un petit récapitulatif de ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Donc Mouakas nous dit abroger toute loi qui ne sont pas appliquées pendant plus de 6 mois. Farid Tansamani qui nous dit lui interdire à tous les fonctionnaires de faire de la politique. Nassim Lachlach taxer les évadés fiscaux, et Jean-Claude Chikaya ici présent faire grossir le rôle du ministère des Affaires sociales, ministère régalien, et Fatima qui nous dit enlever tous les avantages aux politiques, et Aziz réduire le nombre de députés. Voilà les propositions du jour. Vous pourrez évidemment continuer à contribuer à ce grand débat jusqu'au 15 mars sur France Maghreb 2, tous les jours durant un quart d'heure. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 39 000, nous les transmettre aussi via les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Et on fera en sorte de transmettre tout cela à l'Elysée. On s'y engage en tout cas. Merci beaucoup messieurs de votre participation. Attendu, ça serait bien qu'on vote aux élections en fait. Ouais, voter aux élections, ça oui. Ça serait bien ça. Ouais, auquel d'ailleurs, aux européennes non plus, mais à toutes. À toutes, ouais. Tu sais que les européennes sont extrêmement boudées, hein. Ouais, mais c'est ceux qui votent qui décident. Après, chacun fait comme il veut. Mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Tu y vas d'ailleurs pour les municipales, Amou? Écoute, moi je me mets en situation de pouvoir être utile si je peux, oui. Ouais. Mais, donc tu ne fermes pas la porte? Ah non. C'est dans quelle ville? Jamais. À Paris. Paname, 20e. 20e, peut-être ailleurs. Ouais, bon, tout est en discussion, quoi. Ah ouais. Hein, tout est ça se discute, ça négocie. Moi, en tout cas, ça négocie même pas. Ah bon? Je suis plutôt au service en ce moment, en train de construire un projet, voir ce que ça donne. Va sortir. Bon, bah tu reviens nous voir rapidement? Ouais, bien sûr. Finkielkraut ne portera pas plainte pour info. Hein. Oui, bien sûr, il a dit qu'il portera pas plainte. Parce que j'ai pas vu l'info. Mais la LICRA, t'inquiète, c'est chargé du reste. Ce partie civile et compagnie. Bon, monsieur Farid Tansamani, pour les municipales, t'y vas toi? Que Dieu m'en préserve. Nassim Lachlach, t'y vas? On y réfléchit. Ah, d'accord. Donc il y a 2 ouvertures et une fermeture. Monsieur Chikaya, merci en tout cas d'être venu à notre micro. Vous avez vu, c'est tranquille, hein. C'est bon enfant ici. Voilà. Vous reviendrez? Vous m'invitez avec grand plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant. La suite des programmes juste après avec Medjahed pour vous accompagner jusqu'à 20h. C'est pour l'heure le rappel de l'actualité. C'est avec Marc Salbert pour le Flash. Bonsoir Marc. Bonsoir. Le mouvement de protestation face à la hausse des actes antisémites a pris de l'ampleur ce week-end après les insultes, les injures lancées dans la rue contre le philosophe Alain Finkielkraut en marge de manifestations de Gilets jaunes. À l'appel de la LICRA, de SOS Racisme, d'autres organisations, de plusieurs partis politiques, de nombreux rassemblements sont prévus demain soir un peu partout en France. Et pour celui organisé à Paris, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déclaré que Marine Le Pen était la bienvenue. Le RN, son parti, vient par communiqué d'annoncer qu'il ne défilera pas, mais qu'il rendra un hommage séparé aux victimes des actes antisémites. 15 membres du gouvernement ont déjà annoncé qu'ils seraient présents au rendez-vous à la marche transpartisane dans la capitale. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'exprimera lui mercredi, le lendemain, à l'occasion d'un discours au CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Encore un obstacle à franchir pour Grâce à Dieu de François Ozon à la veille seulement de la sortie en salle. On ne connaîtra que demain soir la décision judiciaire sur le recours déposé par une ancienne membre du diocèse de Lyon. Une femme âgée de 80 ans, elle réclame
réclame que son nom soit retiré du film. Le tribunal de grande instance a déjà débuté aujourd'hui la défense du père Prénat qui demandait un report de la projection de Grâce à Dieu tant que le procès du prêtre accusé d'actes de pédophilie n'aurait pas eu lieu. Le juge des référés estime que le spectateur est informé du principe de la présomption d'innocence avant le générique, que le film sur la libération de la parole des victimes ne porte donc pas atteinte à la procédure contre le père Prénat. Banksy ou pastiche de Banksy, deux pochoirs ont fait leur apparition sur des murs de Bordeaux. Celui de la célèbre petite fille au ballon, revêtue cette fois d'un gilet jaune, et celui du rat anarchiste avec une pancarte proclamant Rick à la place du A encerclé. Le street artiste britannique ne les a pas encore revendiqués, mais ceux qui veulent y croire soulignent que les images sont apparues peu après le concert donné le 14 février à Bordeaux par le groupe Massive Attack, dont l'un des membres, Robert Del Naja ou 3D, est soupçonné d'être le mystérieux graffeur. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.